Donc, bonjour à tous et merci d'être venus aujourd'hui. Je vais donc vous présenter les grands résultats de mes travaux de thèse que j'ai réalisés sous la direction de Irène Chival-Koenig au CRL à Aix-en-Provence et sous la direction de Jean-Louis ici à ICER. Et donc ces travaux s'intéressaient à l'étude des fluctuations glaciaires dans le massif du Mont Blanc depuis la fin du Trias récent à l'aide des nucléides cosmogéniques. Donc les glaciers de montagne sont connus pour être très sensibles aux variations climatiques, notamment celles de la température. On peut voir sur ce graphe qui décrit l'évolution des températures globales depuis 1850 que la différence de température entre 1850 et 2005 est d'environ plus 1 degré Celsius. On voit sur ces images l'impact que cela a eu sur un glacier de montagne, donc ici la mer de glace dans le massif du Mont Blanc, qui a énormément reculé entre ces deux dates. Et ce constat est généralisable à l'ensemble des glaciers de montagne à travers le monde. Et ce retrait global entraîne des modifications géomorphologiques importantes qui peuvent entraîner des risques pour les populations vivant à proximité de ces glaciers. Donc devant ce constat, il paraît important de pouvoir appréhender le devenir des glaciers de montagne en fonction des différents scénarios climatiques qui sont prévus. Et pour ça, il est nécessaire de bien comprendre la relation qu'il existe entre les variations climatiques et les variations des glaciers. Donc étudier les fluctuations glaciaires dans le passé est un bon moyen pour mieux comprendre cette relation dont certains aspects nous échappent encore. Pour faire très simple, la dynamique glaciaire repose sur l'équilibre entre deux phénomènes. D'un côté, le gain de matière à travers les précipitations neigeuses en hiver dans les parties supérieures du glacier dans la zone dite d'accumulation. Et d'un autre côté, la perte de matière par fonte due aux températures estivales dans les parties inférieures du glacier dans les zones dites d'ablation. Donc lorsque l'accumulation est plus importante que l'ablation, le glacier avance et dans le cas contraire, il recule. La limite entre la zone d'accumulation et la zone d'ablation est appelée limite d'équilibre glaciaire. Et donc son altitude varie au cours du temps en fonction donc, des conditions de température et de précipitation. Les 12 000 dernières années sont particulièrement intéressantes pour étudier les fluctuations glaciaires car l'amplitude des variations climatiques qu'on observe au cours de cette période sont assez similaires à celles que l'on observe aujourd'hui. Donc sur cette courbe qui représente l'évolution au cours du temps, l'évolution isotopique de l'oxygène au cours du temps dans une carotte de glace du Groenland, donc ça qui mime les variations de température, on voit il y a 11 700 ans une hausse importante des températures qui marque la limite entre le dernier épisode froid de la dernière période glaciaire, le Trias récent, et le nouvel interglaciaire, donc l'Holocène, aux températures plus clémentes. On voit sur ce second graphe qui représente l'évolution des anomalies de température par rapport à aujourd'hui, donc sur une échelle globale, que les températures au cours de l'Holocène ont tout de même varié. On distingue notamment deux épisodes. Donc un épisode de température globalement plus chaude qu'aujourd'hui, qui a duré la majeure partie de l'Holocène, qui s'appelle optimum climatique Holocène, et un épisode aux températures globalement plus froides qu'aujourd'hui, donc à proximité du présent, qui a culminé pendant le petit âge glaciaire qui s'est étendu entre le 16e et le 19e siècle. L'étude des fluctuations glaciaires dans le passé repose sur la reconstitution des chronologies glaciaires, c'est-à-dire la reconstitution au cours du temps des différentes extensions qu'ont eues les glaciers. Donc ces reconstitutions sont encore très inégales à la fois spatialement et temporellement, donc comme le montre cette figure, donc, où chaque bande verticale synthétise ce que l'on sait de la chronologie d'un glacier, donc au cours du temps, donc ici le passé et en bas le présent. Donc les périodes en jaune représentent les périodes où les glaciers reculaient, les périodes en bleu représentent les périodes où les glaciers avançaient, et les périodes soulignées en bleu marine représentent les moments où les glaciers étaient proches de leur maximum holocène. Donc tout ce qui est en blanc représente un manque d'informations. Donc, par exemple, dans le cas des Alpes centrales, ici, on sait qu'au début de l'Holocène, les glaciers étaient dans de grandes extensions et qu'ils ont pu atteindre leur maximum Holocène. On sait ensuite que ces glaciers se sont retirés pendant la majeure partie de l'Holocène avant de réavancer à partir d'il y a environ 4000 ans. Donc, cependant, pour le reste de la chaîne alpine, et notamment les Alpes occidentales, on a encore peu d'informations et les chronologies sont très incomplètes, et c'est le cas notamment pour le massif du Mont Blanc.
Donc le massif du Mont Blanc, je vous le présente peut-être pas, mais du coup il contient parmi les plus grands glaciers d'Europe qui aujourd'hui reculent à une vitesse importante. Et donc suite à ce constat, il y a beaucoup de modifications environnementales qui s'ensuivent qui peuvent représenter un risque à la fois pour les populations et pour les activités de ce massif. Donc les travaux de thèse, ils sont fait partie du projet ANR BIP Mont Blanc qui est porté par Jean-Louis, et donc qui cherchait à comprendre l'impact du changement climatique sur justement cette dynamique du massif du Mont Blanc. Et dans ce contexte, le rôle de mes travaux de thèse ont été d'étudier et de comprendre le comportement des glaciers de ce massif au cours de l'Holocène. Pour cela, mes travaux ont été conduits par 3 grandes questions. Donc tout d'abord, nous nous sommes demandé si les grandes extensions des glaciers du massif du Mont Blanc observées au cours de l'Holocène étaient synchrones avec les grandes extensions observées ailleurs dans les Alpes, et donc notamment dans les Alpes centrales. Nous nous sommes ensuite demandé quelles étaient les conditions climatiques contemporaines de ces grandes extensions observées dans le massif du Mont Blanc. Et enfin, concernant les positions retirées des glaciers, nous nous sommes demandé pendant combien de temps les glaciers avaient été en position retirée dans le massif du Mont Blanc, et si cela était similaire avec les résultats retrouvés sur d'autres glaciers alpins. Donc pour répondre à ces différentes questions, j'ai reconstruit tout d'abord les chronologies glaciaires de 2 glaciers du massif du Mont Blanc, donc le glacier d'Argentière et le glacier de Thaler, ce qui nous a permis de répondre aux 2 premières questions. Et afin de répondre à la 3e question, j'ai investigué les périodes de retrait de ces 2 glaciers ainsi que de la mer de glace. Donc, la reconstitution des chronologies glaciaires repose sur l'étude des morphologies glaciaires, donc des traces laissées dans le paysage par le passage du glacier. Au cours de ma thèse, j'aurais étudié 2 morphologies glaciaires différentes. Donc, la première est la moraine. Donc, une moraine, comme on peut voir ici, marque une extension passée du glacier. Et donc, dater l'âge de dépôt d'une moraine permet de replacer cette extension précise du glacier dans le temps. Une méthode pour dater l'âge de dépôt d'une moraine est de déterminer la durée d'exposition des blocs la constituant à l'aide des nucléides cosmogéniques. Et donc c'est la méthode que j'ai utilisée au cours de mes travaux. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette méthode, les nucléides cosmogéniques sont des particules produites dans les minéraux présents dans les roches qui sont à la surface de la Terre. Donc par interaction entre les atomes constitutifs de ces minéraux et les particules de rayonnement cosmique en provenance de l'atmosphère. Donc par exemple, au sein du quartz, il y a production de beryllium-10 et de carbone-14 par interaction sur des atomes d'oxygène. Donc ce sont ces 2 nucléides cosmogéniques que j'ai utilisés au cours de mes travaux. De telles particules, de tels nucléides cosmogéniques sont dits in situ, en opposition aux nucléides cosmogéniques atmosphériques produits donc dans l'atmosphère. A noter qu'il s'agit donc ici du carbone-14 in situ, en opposition au carbone-14 atmosphérique qui est utilisé dans les datations radiocarbone dont on entend généralement parler. Donc la mesure du carbone-14 in situ est une méthode encore très récente. Et donc concrètement, la détermination de la concentration en nucléides cosmogéniques d'une roche présente à la surface de la Terre permet de déterminer pendant combien de temps cette roche a été exposée. Dans le cas d'une moraine, la détermination de la durée d'exposition de plusieurs blocs la constituant permet de déterminer l'âge moyen de dépôt de cette moraine. Donc en fait, lorsque le bloc est déposé au sein de la moraine, il ne contient pas de nucléides cosmogéniques. Et lors de l'abandon de la moraine, lors du recul du glacier, la surface est exposée et les nucléides cosmogéniques commencent à s'accumuler au sein de la surface. Donc, dans ce schéma, l'exposition est unique et la détermination de la concentration en nucléides cosmogéniques, donc dans notre cas ce sera le beryllium-10, permet de remonter à l'âge d'abandon de la moraine. Donc, la seconde morphologie glaciaire que j'ai étudiée au cours de ces travaux est le polyglaciaire. Donc c'est une surface qui a été abradée par le passage de la glace à un moment donné. Donc on fera la distinction entre 2 types de polyglaciaires dans ces travaux. Donc des polyglaciaires qui ont été découverts au cours de la déglaciation et qui n'ont ensuite jamais été recouverts au cours de l'Holocène. Donc ces surfaces sont en général recouvertes de lichen. Et en opposition, on a des polys qui ont été découverts une première fois au cours de la déglaciation
et qui ensuite ont été à nouveau recouverts à un moment donné au cours de l'Holocène. Donc ces surfaces sont en général dépourvues de lichen. Dans le cas de polis qui n'ont pas été recouverts au cours de l'Holocène, le schéma d'exposition est unique comme précédemment pour les moraines, et cette fois, la détermination de la concentration en beryllium-10 au sein de ces surfaces nous permet de remonter au moment de la déglaciation de cette surface. Dans le cas d'une surface qui a été recouverte à un moment donné au cours de l'Holocène, la situation est un peu plus compliquée, car lors du recouvrement de cette surface par la glace, la production nucléique cosmogénique stoppe, et la concentration va diminuer due à l'érosion sous-glaciaire, due à l'effet du passage de la glace sur cette surface. Donc dans ce cas, la mesure de la concentration en beryllium-10 au sein de cette surface ne permet pas de remonter à la durée réelle d'exposition de cette surface, mais uniquement à une durée minimum d'exposition. Afin de remonter à la durée réelle d'exposition, il faut coupler cette mesure de beryllium-10 à celle d'un autre nucléide cosmogénique. Donc dans notre cas, ce sera le carbone 14. Et donc je vais revenir sur ce point un peu plus loin dans la présentation. Donc, dans un premier temps, je vais donc reconstituer les chronologies glaciaires des glaciers d'Argentière et de Thalet. Donc, on voit sur cette photographie des marches glaciaires du glacier d'Argentière un certain nombre de cordons morainiques ici, qu'il a paru intéressant d'étudier. Et donc ces moraines-là font partie d'une première zone d'échantillonnage que l'on a réalisée sur le glacier d'Argentière. Donc il s'agit de la zone de l'Ognan ici, où au moins 6 cordons morainiques sont visibles et 3 ont été échantillonnés pour datation. On a également récupéré dans cette zone 5 polis glaciaires qui ont également été datés. Et donc on a réalisé une seconde zone d'échantillonnage, donc la zone de l'ajout, où 3 cordons morainiques sont visibles et 2 ont été échantillonnés pour datation. Donc les concentrations en beryllium-10 ont été mesurées sur chacun de ces échantillons et les âges d'exposition correspondants ont été calculés. Donc voici les résultats obtenus sur chacun de ces échantillons. Donc, l'âge de ces 3 polis glaciaires ici, datés entre 12 500 ans et 11 000 ans, indique que la déglaciation de cette zone a débuté à la transition entre le Trias récent et le début de l'Holocène. L'âge des 3 moraines datées ici entre 11 700 ans et 10 400 ans, qui sont entrecoupées par au moins 2 autres cordons morainiques, indique un retrait progressif du glacier, entrecoupé donc d'oscillation ou de stagnation permettant le dépôt de chacun de ces cordons, donc au début de l'Holocène. Cette observation est confirmée par l'âge des 2 polis intermorainiques ici, ainsi que par l'âge de la moraine J2 datée sur la zone de l'ajout. Nous n'avons ensuite pas de marque de l'extension du glacier pendant la majeure partie de l'Holocène, pendant laquelle il s'est probablement retiré. Les marques suivantes d'avancée glaciaire sont obtenues à travers le dépôt de moraines, donc comme la moraine violette ici, pendant le petit âge glaciaire. Donc un travail similaire a été réalisé sur le glacier de Thalet. Donc le glacier de Thalet est un glacier de cirque situé à l'aplomb de la mer de glace. Nous avons réalisé l'échantillonnage sur un îlot rocheux qui est situé au centre du glacier, donc on peut voir ici, et sur lequel plusieurs moraines sont visibles. Donc elles sont cartographiées ici. Donc le jardin de Thalet est encadré par 2 moraines massives cartographiées ici en violet, dont une a été échantillonnée pour datation. On remarque également de petits cordons morainiques au centre du jardin, donc qui sont cartographiés ici en bleu, dont 2 ont été échantillonnés pour datation. On a également récupéré au centre du jardin 2 polis glaciaires. Donc, de la même façon que sur la frontière, le beryllium-10 a été mesuré et les âges d'exposition ont été calculés. Donc cette fois, l'âge des 2 polis glaciaires localisés au centre du jardin, donc à 12 400 ans et 12 300 ans, indique que le jardin a commencé à se déglacer pendant le Trias récent. Ensuite, l'âge des 2 moraines, donc des 2 moraines datées ici à 12 000 ans et 11 200 ans, indique un retrait progressif du glacier qui, donc à la transition entre le Trias récent et le début de l'Holocène, qui, encore une fois, a été entrecoupé de stagnation ou de petites réavancées permettant le dépôt de chacun de ces cordons. Encore une fois, on n'a pas de position de l'extension du glacier
pendant la majeure partie de l'Holocène, pendant laquelle il a probablement été très retiré. Et les marques suivantes d'avancée sont obtenues à travers la datation de la moraine ici en violet, entre 300 et 200 ans, qui indique une réavancée du glacier au moment du petit âge glaciaire. Et donc à partir de là, le glacier s'est progressivement retiré jusqu'à atteindre sa position d'aujourd'hui. Donc vous aurez peut-être remarqué que les deux chronologies que je viens de vous présenter sont assez similaires, et c'est effectivement ce dont on se rend compte lorsque l'on compare l'âge des moraines qui ont été datées, donc ce qui est fait ici, où chaque courbe représente la datation d'une moraine, avec l'âge moyen ici représenté par le trait vertical, et la bande colorée indique l'erreur associée à cet âge. Donc on remarque le dépôt de plusieurs moraines entre 12 000 et 10 000 ans pour chacun de ces deux glaciers, qui attestent d'oscillation entre ces deux dates. Et donc si la chronologie entre ces deux glaciers est assez similaire, on peut se demander ce qu'il en est avec le reste des Alpes. Pour répondre à cette question, nous avons comparé ces datations à des datations de moraines réalisées dans d'autres études alpines. Donc voici la localisation des différents sites qui ont été répertoriés, donc qui s'étendent sur une bonne partie de la chaîne alpine. Voici la comparaison de chacune des moraines qui ont été datées dans chacun de ces sites. Donc on remarque que pour chacun de ces sites, il y a le dépôt d'une ou de plusieurs moraines entre 12 000 et 10 000 ans. Donc comme pour le glacier de Thalès et d'Argentière qui sont représentés ici. On remarque également que pour aucun de ces sites, il y a la trace d'avancée glaciaire entre 10 000 et 4 000 ans. Et donc même s'il n'est pas possible de corréler entre elles chacune de ces moraines individuellement, cette comparaison souligne tout de même l'existence d'un synchronisme dans les oscillations glaciaires à travers les Alpes à l'échelle millénaire. À partir de là, nous nous sommes demandé s'il existait un signal climatique en termes de température ou de précipitation permettant d'expliquer ces oscillations communes observées à travers les Alpes. Donc pour cela, nous nous sommes intéressés à des reconstitutions de précipitations et de température existantes pour cette région à cette période. Donc ces différentes reconstitutions ont été replacées au sommet de la figure précédente qui a été simplement coupée pour des raisons de visibilité. Donc faute de reconstitution fiable des précipitations sur les Alpes, nous nous sommes basés sur la reconstitution des hauts niveaux de lac alpin, qui est représentée ici en bas. L'analyse de cette reconstitution ne nous permet pas d'avoir d'arguments pour pouvoir affirmer qu'un signal commun des précipitations soit à l'origine des oscillations communes observées à travers les Alpes. Les trois autres enregistrements qui sont présentés correspondent ici donc, à la variation isotopique de l'oxygène dans une carte de glace du Groenland, comme celui que je vous ai présenté au début de la présentation. Et ici sont représentées deux reconstitutions des températures du mois de juillet faites à partir de chironomes présents dans les larves lacustres de deux lacs alpins. Donc l'analyse de ces deux reconstitution de température montre l'existence de plusieurs pics froids à la transition entre le Trias récent et le début de l'Holocène, qui pourraient être à l'origine des oscillations observées à l'échelle des Alpes. Donc cette analyse permettrait de souligner le fait qu'un signal commun des températures pourrait être à l'origine des oscillations observées. Plusieurs pics froids sont également remarqués sur l'enregistrement du Groenland, ce qui permettrait de penser que ce signal pourrait même être d'ampleur hémisphérique. Donc, dans un second temps, nous nous sommes demandé quelles étaient les conditions climatiques contemporaines de ces grandes extensions observées dans les glaciers du massif du Mont-Blanc. Pour répondre à cette question, j'ai réalisé une modélisation climatique sur le glacier d'Argentière. Donc il s'agit d'une modélisation de degrés jour positif. Le principe de ce modèle, c'est qu'à partir d'une position du glacier correspondant au présent, une perturbation climatique est appliquée en termes de température et ou de précipitation, et le modèle indique la nouvelle position d'équilibre du glacier. Donc là, un exemple de la sortie du modèle. Basé sur ce principe, il est donc possible pour une extension donnée du glacier de reconstituer l'ensemble des coupes température-précipitation permettant
de retrouver cette extension du glacier. Donc, basé sur ça, j'ai étudié 3 extensions du glacier d'Argentière, les années 1820 et 1850, ainsi que la transition entre le Trias récent et le début de l'Holocène. Donc les résultats du modèle sont présentés ici sous la forme d'une courbe qui décrit pour une extension donnée l'ensemble des couples température-précipitation permettant d'expliquer cette extension. Donc les températures sont ici données en anomalie par rapport au présent et les précipitations sont indiquées ici en rapport par rapport à l'actuel. Donc ici en violet est représentée l'extension de 1820, ici, et en rose l'extension de 1850. Afin de pouvoir contraindre l'ensemble des couples réalistes de température et de précipitation permettant d'expliquer ces 2 extensions, j'ai contraint les températures sur la base d'enregistrement des températures existant pour cette période pour les Alpes de l'Ouest. Donc les températures en 1820 étaient indiquées à moins 1 degré par rapport à l'actuel et à moins 1,4 degré par rapport à l'actuel pour 1850. Donc des températures plus chaudes prévalaient lorsque le glacier était en position plus avancée, donc en 1820, ce qui dans un premier temps peut surprendre, mais s'explique par notre modèle par des températures plus importantes en 1820 par rapport à 1850. Les précipitations, pardon. Donc cette analyse souligne l'importance du signal des précipitations dans le détail des fluctuations glaciaires à cette échelle, signal qui se superpose à celui des températures qui a un effet sur une plus grande échelle spatiale. Concernant l'extension à la transition entre le Trias récent et le début de l'Holocène, je n'ai pas pu contraindre les couples température-précipitation faute d'enregistrement quantitatif fiable pour cette période à cet endroit. Donc pour pouvoir contraindre tout de même le domaine des possibles, j'ai utilisé la hauteur maximale des moraines de cette époque observée sur le glacier d'Argentière, donc qui donne une indication sur l'altitude minimum de la ligne d'équilibre glaciaire à cette époque, qu'il est possible de replacer ici sur la courbe, et donc indiquant des limites basses pour à la fois les températures et les précipitations. Dans un second temps, j'ai mis l'hypothèse que les précipitations n'avaient pas été plus importantes que dans les années 1820, donc ce qui nous donne une limite supérieure des précipitations, permettant ainsi d'encadrer les températures de cette période entre moins 5,5 et moins 3,5 degrés Celsius par rapport à l'actuel. Donc en comparaison avec d'autres reconstitutions des températures ailleurs dans les Alpes, nos valeurs peuvent sembler assez basses par rapport à d'autres reconstitutions, notamment celles faites à partir des chironomes retrouvés dans les lacs. Cependant, elles sont cohérentes avec d'autres reconstitutions, et donc notamment celles basées sur des pollens par Davis et collaborateurs en 2003. Donc jusqu'à présent, je vous ai uniquement parlé des grandes extensions des glaciers, et donc qu'en est-il des positions retirées de ces glaciers, donc notamment la troisième question. C'est à ce moment-là qu'interviennent les polyglaciaires que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui ont été recouverts à un moment donné au cours de l'Holocène. Donc je vous avais dit que la mesure seule du beryllium 10 ne permet de remonter qu'à une durée minimum d'exposition, et que pour remonter à la durée réelle d'exposition au cours de l'Holocène, il fallait coupler cette mesure avec celle du carbone 14 in situ. Donc en effet, le carbone 14 et le beryllium 10 ont des demi-vies très différentes. La courte demi-vie du carbone 14 implique que cet élément va se désintégrer radioactivement au cours de l'Holocène, au contraire du beryllium 10 qui est jugé stable à cette échelle de temps. Cette différence de comportement fait que lors du recouvrement de la surface par la glace, la concentration en beryllium 10 et en carbone 14 vont diminuer à cause de l'érosion sous-glaciaire, mais la concentration en carbone 14 va également diminuer due à l'effet de la désintégration radioactive. De ce fait, la mesure combinée des concentrations et de beryllium 10 et de carbone 14 au sein d'une même surface permet de remonter à la fois à la durée cumulée d'exposition au cours de l'Holocène et à l'épaisseur érodée au cours des périodes de recouvrement.
Ensuite, en faisant l'hypothèse sur la date initiale de déglaciation de cette surface, il est donc possible de remonter à la durée de recouvrement cumulé de cette surface au cours de l'Holocène, ainsi que du coup au taux d'érosion sous-glaciaire qui a eu lieu au cours de cette période de recouvrement. Donc, cette méthode de couplage beryllium-10 carbone 14 est encore très récente. Et donc, dans un premier temps, afin d'utiliser cette méthode, il nous a fallu vérifier son applicabilité au domaine du massif du Mont Blanc. Et donc, pour cela, nous avons récupéré des échantillons de polyglaciaires donc sur ces 3 glaciers du massif du Mont Blanc. Et donc, dans la suite, je vais uniquement vous présenter les résultats obtenus sur la mer de glace dans un souci de clarté. Donc, sur la mer de glace, nous avons réalisé 2 zones d'échantillonnage. Donc une zone amont, la zone de Montanvert, et une zone aval, la zone du Chapeau. Le fait d'effectuer 2 zones d'échantillonnage sur un même glacier permet d'avoir des informations sur 2 positions différentes du glacier. Donc je m'explique. Donc sur cette vue 3D des marches du glacier, de la mer de glace, on retrouve ici la zone d'échantillonnage du Montanvert et ici la zone d'échantillonnage du Chapeau. Les échantillons du Chapeau ont été déglacés pour la dernière fois en 1939. Ainsi, la détermination de la durée d'exposition de ces échantillons nous donne une information sur la durée pendant laquelle la mer de glace a été plus petite que son extension de 1939 au cours de l'Holocène, permettant donc le découvrement de ces surfaces. Donc, de la même façon, les échantillons situés sur la zone du Montanvert donneront des informations sur une position de la mer de glace encore plus réduite. Donc, afin de juger de l'applicabilité de cette méthode au massif du Mont Blanc, on a dans un premier temps mesuré uniquement le beryllium-10 sur chacun de ces échantillons. Voici le résultat des concentrations obtenues donc de beryllium-10. Et donc, là, on s'est heurté à une limite, car on remarque que la grande majorité de ces concentrations sont inférieures à 55 000 atomes par part, qui est donc la limite en dessous de laquelle le couplage avec le carbone 14 ne permet pas de remonter à des résultats exploitables dus à de trop grandes erreurs. Donc on n'a pas pu aller plus loin sur ces échantillons. L'exception a été faite d'un échantillon, donc MDG 15.1, localisé sur la zone d'échantillonnage du Chapeau, qui avait une concentration tout juste nécessaire pour pouvoir espérer avoir des résultats exploitables lors de la combinaison avec le carbone 14. Et donc, c'est donc ce qu'on a fait sur cet échantillon. Et la mesure combinée de ces 2 nucléides cosmogéniques nous a permis d'estimer la durée cumulée d'exposition de cette surface au cours de l'Holocène à 9440 ans, donc représentée ici par le blanc. L'hypothèse de la date initiale d'exposition de la surface à 10 400 ans, basée sur la chronologie glaciaire réalisée au glacier d'Argentière, nous a permis d'estimer la durée de recouvrement correspondante à 960 ans. Et ainsi, d'estimer le taux d'érosion sous-glaciaire au cours de cette période de recouvrement à 0,52 mm par an. Donc, si on compare notre résultat à des études similaires réalisées sur d'autres glaciers alpins, donc il faut savoir que nos échantillons ont été récupérés à environ 800 mètres au-delà du front actuel du glacier. Dans le cadre d'une étude où les échantillons ont été récupérés environ 1000 mètres au-delà du front actuel du glacier, donc comme c'est le cas dans le glacier Gruben dans l'étude de Wirzig et collaborateurs en 2016, la durée d'exposition cumulée qu'ils ont déterminée sur cet échantillon est de 11 500 ans. Donc cette durée d'exposition est plus importante que celle que l'on a déterminée sur la mer de glace. Et cela est cohérent car cette surface étant située plus loin du front actuel du glacier, elle a eu plus d'occasions d'être découverte au cours de l'Holocène que la nôtre. De la même façon, dans le cas d'un échantillon qui a été récupéré à proximité directe du front actuel du glacier, comme c'est le cas dans l'étude du glacier du Rhône par Göring et collaborateurs en 2011, la durée d'exposition cumulée au cours de l'Holocène a été déterminée à 6500 ans. Donc une durée plus courte que celle qu'on a déterminée nous sur la mer de glace. Et encore une fois, c'est cohérent car cette surface étant située juste devant le front du glacier, elle a eu moins d'occasions d'être découverte au cours de l'Holocène que la surface sur la mer de glace.
la mer de glace. Je me suis reposée sur 2 reconstitutions des fluctuations glaciaires de la mer de glace existantes. Donc une première reconstitution basée sur la datation de bois fossiles dans une moraine du glacier d'Argentière réalisée par Leroy et collaborateurs en 2005, qui reconstitue les fluctuations de la mer de glace entre 4000 et 600 ans, je crois. Et une seconde étude qui reconstitue des fluctuations depuis 400 ans sur la base de documents historiques par Nussbaumer et collaborateurs. Donc ces contraintes m'ont permis de proposer un scénario hypothétique des fluctuations de la mer de glace par rapport à son niveau de 1939 au cours de l'Holocène. Donc à commencer ici, il y a 10 400 ans, par la première déglaciation de la surface. Puis les périodes en blanc représentent des périodes où la mer de glace a été plus petite que son extension de 1939, et les périodes en bleu, des périodes où la mer de glace a été plus grande que son extension de 1939. Les courbes ici en noir représentent l'évolution conjointe des concentrations de beryllium et de carbone 14 associées à ce scénario. Donc l'application de la méthode de datation de le couplage beryllium-carbone 14 s'est révélé très limité dans le domaine du massif du Mont Blanc. Cependant, les résultats obtenus sur un échantillon nous ont permis de mettre en évidence que la mer de glace a été plus petite que son niveau de 1939 pendant environ 9500 ans au cours de l'Holocène. Donc, pour reprendre les grandes conclusions de ces travaux, donc, dans un premier temps, nous avons pu mettre en évidence l'existence d'un synchronisme dans les fluctuations glaciaires observées dans les Alpes entre 12 000 et 10 000 ans. Donc il semblerait qu'un signal de température globale soit à l'origine. Nous avons ensuite pu contraindre les températures à l'époque de la transition entre le Trias récent et le début de l'Holocène à entre moins 5,5 et moins 3,5 degrés Celsius par rapport à aujourd'hui. Et on a également pu souligner l'impact du signal de précipitation sur les fluctuations glaciaires à court terme de ces glaciers. Et enfin, les résultats obtenus sur la mer de glace ont permis de mettre en évidence que celle-ci a été plus retirée que son extension de 1939 pendant environ 9500 ans au cours de l'Holocène. Donc bien sûr, ces travaux restent ouverts et il y a encore de nombreuses pistes à explorer. Tout d'abord, il paraît intéressant de comparer les résultats obtenus dans les Alpes à d'autres datations de moraines réalisées ailleurs dans le monde pour voir si cette synchronicité peut s'étendre à une plus grande échelle. Ensuite, persévérer dans l'application du couplage beryllium-10 carbone 14 au massif du Mont Blanc peut se révéler intéressant pour en apprendre davantage sur l'érosion sous-glaciaire dans ce massif ainsi que sur les périodes reculées des glaciers. Ensuite, il pourrait être intéressant de comparer les résultats de notre modélisation climatique à ceux d'autres modèles climatiques afin de les préciser ou de les vérifier. Et enfin, les âges très jeunes obtenus sur certains de ces échantillons ouvrent des perspectives encourageantes pour la réalisation de chronologies glaciaires à proximité du présent, et donc notamment pendant le petit période glaciaire. Voilà. Merci pour votre attention, et si vous avez des questions.